Saurais-tu trouver le point commun entre Nelson Mandela, Viktor Frankl, Martin Luther King, Malala Yousafzai, Maya Angelou et Frida Kahlo? Alors non, ce n'est pas qu'ils étaient tous fans de chocolat, même si certains auraient probablement dit oui. En fait, ils ont tous point commun, c'est qu'ils ont tous vécu des traumatismes profonds, des épreuves qui auraient pu briser leur vie. La prison, la guerre, le rejet, la violence, la discrimination, la maladie. Et pourtant, chacun d'entre eux a fait un choix différent. Plutôt que de se laisser définir par la douleur, ils l'ont transformé en force, en moteur pour se relever, créer, inspirer et changer le cours de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons explorer comment nos blessures, loin d'être des faiblesses ou des fardeaux, peuvent devenir nos plus grandes puissances si nous apprenons à les écouter, les comprendre et les transformer. Salut à toi qui nous écoute et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Systémique du Bonheur où je serai seul parce que Julien est actuellement en déplacement en France, mais on va reprendre les podcasts ensemble très rapidement. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler de trauma, d'accord ? Je pense que tu l'as vu dans le titre et peut-être que le titre t'a un peu mis mal à l'aise, c'est possible. C'est juste peut-être de se dire mais comment un trauma ne pourrait pas être mon ennemi ? Comment un trauma pourrait être une opportunité? Et moi, c'est de ça que je veux te parler ici. Je t'ai cité quelques personnages historiques en début de ce podcast qui ont transformé leur trauma pour en faire une énergie motrice, qui ont fait de ce trauma leur meilleur allié au final, parce qu'en le pacifiant et en le transformant, en fait, ils ont été capables de déplacer des montagnes. Alors, peut-être que tu me diras, oui, mais bon, ces personnes-là, ils étaient hors du commun. Et c'est pour ça que, à un moment dans ce podcast, je vais inviter une personne qui va venir nous parler de comment elle a fait pour transformer son trauma et comment elle a fait pour en faire sa plus grande force. Et je pense que tu vas apprécier ce témoignage qui est celui d'une de nos étudiantes. On a eu la chance à l'Institut Merlin, Julien et moi, de rencontrer des personnes inspirantes. Et ça, on le dit très souvent, et là, je m'adresse à nos étudiants, vous nous inspirez constamment, vraiment. Parce que on a des personnes avec des parcours de vie multiples et qui parfois, en fait, ont survécu à des choses, tu te dis, mais waouh, c'est exceptionnel. Et elle, cette personne que j'ai invitée et qui va venir nous parler, en fait, d'elle, de comment elle a fait pour traverser tout ça, bah, c'est une personne qui m'inspire. Alors, ce que tu vas apprendre durant ce podcast, ça va être dans un premier temps de comprendre qu'est-ce qu'un trauma. Ensuite, je vais te parler des conséquences justement des traumatismes, principalement psychologiques ou émotionnels. Ensuite, je te parlerai effectivement du but même de ce podcast, c'est que le trauma peut être une opportunité. Effectivement, c'est un cheminement, ça prend du temps, mais ça peut être recyclé et ça peut devenir une opportunité. Et ensuite, de t'amener quelques étapes concrètes pour pouvoir transformer ce trauma, pour pouvoir pacifier tout ça et en faire ta plus grande force. Et puis en cours de temps, à un moment dans ce podcast, tu verras effectivement ce témoignage. Donc, première chose, qu'est-ce qu'un trauma ? Donc déjà, le mot trauma, en fait, c'est un mot d'origine grecque qui signifie blessure. Donc un traumatisme peut être physique, psychologique. Physique, c'est un dommage qui est subi par le corps, d'accord, suite à un choc. Psychologique, c'est à peu près la même chose. En fait, ça va être un dommage, une blessure émotionnelle ou psychologique, en fait, qui va être causée par un événement qui dépasse notre capacité à y faire face. En fait, ça va être un choc qui va pas être digéré et qui peut, dans sa forme la plus grave, entraîner des troubles de stress post-traumatique. Donc peut-être que tu te poses des questions et tu te dis, mais est-ce qu'on a tous des traumas ? Alors la réponse c'est oui, on a tous des traumas. On a tous un jour vécu un traumatisme. D'accord ? Est-ce qu'on peut l'éviter ? Non, on ne peut pas éviter le fait d'avoir des traumas. Même un enfant ou quelqu'un qui a grandi dans un environnement surprotégé, en fait, va pouvoir développer des traumas. Maintenant,
L'autre question, c'est comment va se créer un trauma? En fait, un trauma, comme tu as pu le comprendre, c'est un choc émotionnel. Donc ça peut être une perte, ça peut être de la violence, ça peut être du rejet, ça peut être de l'humiliation, un accident, une maladie, peu importe, d'accord? Mais ça va créer un choc. Peut-être que toi qui m'écoutes, tu te dis: «Bah, Samir, tu nous dis que tout le monde a vécu un trauma, mais moi j'ai pas l'impression d'avoir, des traumas, en fait. J'ai pas l'impression d'avoir des traumas. Parce que j'ai rien vécu de spécial ou de grave, en fait, dans ma vie». Bah, en fait, il faut savoir qu'un trauma, c'est pas nécessairement une expérience grave d'apparence. Le trauma n'est pas défini par l'événement lui-même, l'événement qui a été vécu, mais par l'impact de l'événement sur un individu, sur nous. Et je peux te donner un exemple. Un enfant qui perd un doudou, ça peut créer un trauma. Ça va être vécu comme un abandon. Et ça va nous suivre toute notre vie. Un professeur qui nous humilie en classe, juste avec une punition en nous disant tu vas au coin, ça peut être vécu comme un trauma. Et ça paraît comme ça d'extérieur pas grand-chose, d'accord? De dire: «Bah, autant c'est pas grand-chose». C'est pas l'événement lui-même qui crée le trauma, mais c'est l'impact de l'événement ou l'impact de l'expérience à ce moment-là qui va créer le traumatisme. Pourquoi? Parce qu'au moment où ça a été vécu, ça a représenté une menace, d'accord? Une menace pour nous, une menace pour notre existence, d'accord? Dans le cas de la perte d'un doudou, bah, ça peut être la rupture d'un lien sécurisant. Ça peut être le sentiment d'abandon à ce moment-là. Une personne qui perd un proche peut le prendre pour un abandon, peut vivre ça comme un abandon, par exemple, d'accord? Et ça va créer un trauma. Ou, bah, par exemple, si on reprend, l'histoire de l'humiliation devant la classe, bah, en fait, ça peut comme être une atteinte à notre identité profonde. La personne m'a humilié devant toute la classe, devant des personnes que j'estime et que j'aime, bah, en fait, il a attenté à mon identité profonde. Et ça, c'est important de le garder à l'esprit parce qu'on a tendance à minimiser les traumatismes des autres, d'accord? Mais l'enfant ou l'adolescent ou peu importe qui a vécu ça à cette époque-là, l'a interprété inconsciemment comme étant un danger, comme étant une menace. Donc, vraiment, toi qui nous écoutes, je t'invite à apprendre à faire preuve d'empathie et de non-jugement vis-à-vis des autres. Parce que le jugement est un piège. Ce qui te semble, toi, insignifiant, ne l'est pas du tout pour la personne qui l'a vécu. D'accord? Parce que j'entends parfois des personnes qui ont vécu des traumas, qui jugent de façon sévère les autres en se disant: «Bah écoute, à côté de ce que j'ai traversé, bah en fait, tu devrais pas te plaindre, vraiment. Ce que tu as vécu, c'est du pipi de chat». Ou d'autres personnes en fait qui m'ont déjà dit même: «Moi, je ris quand j'entends les autres parler de leur trauma ou se plaindre en fait de certaines choses». Ben en fait, t'es pas à leur place, d'accord? T'es pas à leur place. Un trauma, encore une fois, c'est pas le résultat de l'événement en tant que tel, mais l'impact de cet événement sur la psyché de la personne, à cet instant précis. Et rien ne dit que toi, qui penses avoir vécu pire, t'aurais été capable de surmonter le choc du trauma que tu oses juger. Peut-être que tu as vécu la guerre, mais peut-être que si tu étais à la place d'une personne qui avait perdu un doudou, bah en fait, t'aurais vécu ce sentiment d'abandon toute ta vie et ça t'aurait paralysé, voire empoisonné. Et c'est pour finaliser cette partie-là, j'ai juste envie de finir sur une punchline. Un trauma, c'est pas un concours de celui qui a la plus grosse, d'accord? Chaque souffrance, c'est une unité de mesure unique et elle ne se compare pas. Elle se respecte. Donc, avant de juger quelqu'un, parcours mille lunes avec ses chaussures et ne minimise jamais la blessure qui n'est pas la tienne. Voilà. Donc ça, c'est pour poser le cadre dès le début. On ne juge pas les traumas des autres sous prétexte que nous, on se sent plus fort ou que nous, on a vécu des choses beaucoup plus soi-disant pires. Non, en fait, chacun vit un traumatisme à sa façon. Et bah, cette expérience et cette difficulté, elle ne se contrôle pas, elle se vit, c'est tout. D'accord? Donc maintenant, c'est quoi la conséquence d'un trauma sur nous? Donc il y en a plusieurs, d'accord? En fait, elles peuvent affecter un individu sur le plan émotionnel, cognitif, comportemental et même physique. Les conséquences, elles peuvent être immédiates, elles peuvent être à court terme
elles peuvent être aussi à long terme. Il y a des personnes qui traînent leur trauma jusqu'à la fin de leur vie. Les conséquences, on va parler d'abord sur le plan émotionnel. Bah, ça peut amener de l'anxiété, de la peur, de l'insécurité, de la colère, de la tristesse, une mauvaise gestion des émotions, une incapacité à ressentir ou à se connecter aussi à ces émotions. Ça peut aussi amener de l'hypervigilance. C'est l'impression en fait que le danger peut surgir à tout moment et n'importe où. Donc le trauma peut avoir un impact sur notre émotionnel. Imaginons qu'on prend une personne qui a vécu une trahison un jour, bah en fait elle pourrait développer une peur chronique du rejet et de l'abandon dans toutes ses relations, que ce soit avec les amis, les proches, un compagnon ou une compagne. Et en fait, ça peut être hyper vicieux parce que si tu développes une peur chronique du rejet et de l'abandon, voire même peut-être parfois même des croyances limitantes par rapport à ça, c'est que je suis pas suffisamment bien, quoi qu'il arrive, on va m'abandonner, bah, tu peux pourrir tes relations. Tu peux très bien t'entendre avec quelqu'un, un ami, une amie, un compagnon, une compagne, quelqu'un, ta famille en fait. Et en fait, tellement il y a cette peur de l'abandon qui est là et cette croyance limitante que tu vas développer des stratégies inconscientes, d'accord, qui vont empoisonner la relation au point où la personne va partir. C'est un peu comme si inconsciemment, parce que c'est inconscient, pour te justifier que de toute manière, tu vas être abandonné et que t'es pas suffisamment aimé, etc., tu vas développer des stratégies qui vont faire fuir l'autre pour te justifier par A plus B qu'en fait, bah regarde, c'est la preuve que. Et au final, c'est pas l'autre le problème. C'est les stratégies qu'on adopte, c'est les croyances qu'on a. C'est cette peur aussi constante qu'on a qui va comme rendre la relation toxique. Et je sais que c'est pas facile, d'accord? Je sais que c'est pas simple. Un trauma, ça laisse des séquelles. Mais c'est juste de comprendre derrière à quel point un trauma, ça peut nous influencer. Mais c'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. On peut transformer ça. Mais ça va demander, un, de reconnaître, d'accord? Et ensuite, bah, de poser certaines actions. D'autres conséquences que ça peut avoir, ça peut être sur le plan cognitif. Par exemple, ça peut être un biais de perception. Comme je l'ai expliqué là, avec cet exemple-là, mais en fait, on va interpréter tout ce qu'on vit au travers de ce traumatisme. D'accord? Au travers du prisme du danger. Dès qu'il se passe quelque chose, ah, regarde, c'est la preuve que. Dès qu'il y a quelque chose, cette personne me veut du mal. Alors que peut-être que non, en fait. Mais parce qu'un jour, on a été peut-être agressé, qu'on a vécu quelque chose, bah, automatiquement, le moindre geste ou la moindre chose qui est vécue va être interprétée au travers de ces lunettes. Ensuite, ça peut être aussi une baisse de la concentration et de la mémoire. Ça peut être des croyances limitantes, comme j'ai pu l'expliquer à l'instant, qui vont influencer notre expérience au quotidien. Par exemple, bah, je mérite pas d'être aimé, bah, je vais m'auto-saboter constamment dans mes relations, comme pour me prouver par A plus B que bah, c'est la preuve que je mérite pas d'être aimé en fait. Mais en vrai, c'est nos stratégies qui créent ça. C'est pas l'autre le problème. C'est nos stratégies qui créent ça. D'accord? Ensuite, ça peut être aussi une répétition inconsciente des schémas douloureux. Alors on appelle ça un syndrome de répétition traumatique. Je vais te donner un exemple par rapport à ça. Imagine une personne, par exemple, qui aurait été humiliée dans l'enfance, bah, elle pourrait inconsciemment rechercher des relations toxiques où elle va revivre la même dynamique de l'humiliation. D'accord? Quelqu'un qui a été battu dans l'enfance pourrait demain se retrouver dans des relations toxiques où il va être battu encore et encore. Sur le plan relationnel, ça peut nous influencer. On peut avoir des difficultés à faire confiance, à s'attacher, une peur de l'abandon, de trahison, un isolement, un évitement des liens pour éviter encore une fois d'être blessé à nouveau. C'est un mécanisme de défense. Ou, par exemple, dans d'autres cas, ça peut être un attachement excessif ou un besoin de validation constant. On a toujours besoin d'être validé. Sur le plan comportemental, bah, les personnes peuvent développer des troubles du sommeil, des tensions, des douleurs chroniques, des problèmes somatiques, comme des problèmes digestifs, des douleurs chroniques. La personne peut vivre de la fatigue ou de la fatigue chronique, ou même un dérèglement du système nerveux, comme une hyperactivation ou une dissociation. Et sur ce point-là, j'ai un exemple à donner. D'accord? Quand j'étais plus jeune, il y avait un homme dans mon village en Algérie qui a été un survivant de la gégène. La gégène, c'était une méthode de torture qui était utilisée par l'armée française, où en fait, ils électrocutaient bah, les personnes qu'ils considéraient comme étant des résistants ou qui ont collaboré avec des résistants ou autres. Parfois même des personnes qui n'avaient rien à voir.
cette personne avait été torturée à l'électricité par l'armée française, en fait, chaque année, à la même date où elle a vécu cette torture, elle revivait le trauma. À la même date, à la même heure. Et c'était pas juste un souvenir. En fait, son cerveau rejouait l'événement. C'est-à-dire que son corps se contractait, il subissait genre limite des chocs électriques. Lorsqu'on le regardait, on dirait qu'il était électrocuté. Il revivait en fait l'événement traumatique. Et peut-être que tu vas me dire, comment ça se fait en fait? Comment ça se fait que cette personne, elle revit sans cesse le trauma en fait? En fait, il faut savoir que après un choc, le cerveau, il va classer l'événement comme fini en fait, c'est terminé, voilà, c'est dans le passé. Mais dans le cas d'un trauma, le système nerveux, lui, il va rester bloqué en mode survie. C'est un peu comme un fichier corrompu dans un ordinateur en fait. Tu as un fichier corrompu qui est là, qui traîne, on peut pas le supprimer, on peut pas le ranger, et il reste là en tâche de fond en fait. Il est là quelque part, en tâche de fond, et il va avoir une influence sur le bon fonctionnement du système. Et ce qui se passe du coup, c'est que le cerveau va plus faire la différence entre le passé et le présent. Ça, au travers juste peut-être d'une odeur, d'une date, d'une situation, d'un souvenir, d'une image, d'une couleur parfois même. Ça va activer en quelque sorte le fichier corrompu, d'accord? Et la personne va le revivre, va rejouer cette scène. Parce que le système nerveux, lui, même si le cerveau l'a classé comme fini, le système nerveux, lui, n'a jamais reçu le signal que c'était fini au final. C'est un peu comme si c'est encore là, quelque part. Le trauma peut nous influencer aussi sur le plan existentiel et identitaire. En fait, on peut vivre de la perte de sens, de la dissociation, des crises identitaires, de ne plus savoir qui nous sommes. Parfois aussi, c'est vrai, parfois aussi sur d'autres plans, la personne peut avoir des addictions, des tocs, etc. Alors l'addiction, ça peut être un moyen détourné de contourner, en fait, les souvenirs, de ne pas penser au trauma. Un peu comme un palliatif, comme pour couper le mental et ne plus y penser. Et puis, une conséquence, parfois ça peut se faire rapidement pour certains, parfois ça peut demander du temps, ça peut être une croissance post-traumatique, où la personne va en arriver à redéfinir ses valeurs, son rapport à la vie, voire même à sa mission. Je vais te parler maintenant de cette croissance post-traumatique ou du fait que le trauma, en fait, peut être une opportunité. Et pour cette partie, je préfère faire un disclaimer. Peut-être que cette partie va te secouer. Alors, toi qui m'écoutes, je vais te demander une chose. Accorde-moi juste 5 à 6 minutes de ton temps, sans jugement. Mets tes certitudes de côté. Je ne nie pas la douleur de ton traumatisme. J'en ai moi-même des traumas, comme tout le monde au final. Et je ne nie pas la douleur. Ton trauma, la souffrance et les conséquences qu'il a eues dans ta vie, ou qu'il a encore dans ta vie, ils sont réels, ils sont là. Ce que tu as vécu, peu importe sa nature, n'est pas normal. Et ça, il n'y a pas de questionnement à avoir là-dessus. Mais le truc, et malheureusement, c'est que c'est arrivé. Et on n'a plus de pouvoir sur le passé. C'est arrivé. On ne pourra pas le changer. C'est une partie de notre histoire. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que rejouer sans cesse le passé et rester enchaîné au passé est une stratégie viable? Malheureusement, non. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans le présent? C'est transformer tout ça. Et peut-être un truc aussi que j'aimerais te dire, peu importe ce que tu as vécu dans ta vie, c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. Tu n'y es pour rien. Parce que je sais que beaucoup de personnes, en fonction des traumas qui ont été vécus, s'autoflagellent en disant c'est de ma faute. C'est parce que je suis pas suffisamment. C'est parce que je suis pas quelqu'un de bien. C'est parce que j'ai pas su me défendre. C'est parce que je suis un incapable. C'est parce que je suis une... Peu importe. C'est pas de ta faute. T'as vécu quelque chose à un moment qui n'est pas normal. T'as rien demandé à personne. Mais malheureusement, tu l'as vécu. Et je vais aller même plus loin en disant que parfois, c'est aussi pas de la faute de ceux qui, selon toi, auraient dû te protéger. Parce que dans une majorité de cas, ils ne pouvaient pas agir autrement à ce moment-là. Dans certains cas, oui, c'est de la faute de ces personnes-là, parce que c'est peut-être eux qui t'ont fait du mal à un moment ou l'autre. Donc ils ont une grosse responsabilité là-dedans. Mais dans certains cas, peut-être que tu te disais, ils auraient dû me défendre, ils auraient dû faire autrement. Et c'est pas eux tes agresseurs, mais tu t'es dit que ces personnes-là auraient dû pouvoir te défendre. Et ils l'ont pas fait.
comme toi tu le penses, et tu dis que c'est de leur faute, bah, c'est pas toujours de leur faute. Et pourquoi je dis ça? D'accord? Vraiment, je le dis, mais je généralise pas. OK? Peut-être que ton cas est différent. C'est possible, c'est vraiment du cas par cas. Mais en te parlant de ça, je pense à un exemple. Je pense à cet enfant malade qui a été confiné à l'hôpital, qu'on ne pouvait regarder qu'au travers d'une vitre, d'accord? Et ses parents, ils pouvaient pas le toucher, ils pouvaient pas lui parler, ils pouvaient pas être à ses côtés. Pourquoi? Bah, parce que c'était pour sa sécurité. On l'a confiné, donc il ne pouvait pas être en contact avec ses parents. Et le truc, c'est que l'enfant a vécu ça comme un trauma. Encore une fois, c'est inconscient. Ça a été un trauma pour l'enfant. Ça a été une séparation. Peut-être qu'il l'a pris comme du rejet ou un abandon. Et en grandissant, bah, il a tenu ses parents responsables de l'avoir abandonné. Mais pourtant, il ne pouvait rien y faire. Et je parle d'un cas concret, d'un cas existant. C'est pas de la faute des parents. Je pense aussi à un autre exemple. Je pense à ce parent qui ne réagissait pas face à la violence d'un autre. Un enfant qui a été battu par son père, par sa mère, et le conjoint, la conjointe, n'a rien fait pour arrêter ça. Et on peut se dire, mais en fait, j'en veux à l'autre parce qu'il m'a pas défendu. Bah, peut-être que cette personne qui t'a pas défendu, elle avait aussi un trauma qui n'était pas réglé. Peut-être qu'elle s'est mise dans un mécanisme de survie. Peut-être que sa passivité, c'était juste un mécanisme de survie qui se redéclenchait à ce moment-là face à la violence que tu vivais. Et la personne, elle se figeait. Et ça l'a rendue incapable d'agir par peur, parfois, que ça empire pour tout le monde et pour toi. Si j'agis, peut-être que l'autre va lui faire encore plus de mal. Donc, vraiment, je t'invite à ouvrir à d'autres possibilités et juste peut-être de voir les choses avec beaucoup plus de nuances. Parce que si tu arrives à faire preuve de nuance et tu sors du blanc ou noir, de la dualité, de la polarité, bah peut-être que ça pourrait être un déclencheur pour toi et que ça pourrait t'aider à en partie te libérer de ton traumatisme. Donc, je me recadre, on va parler de croissance post-traumatique. En fait, la croissance post-traumatique, ça permet de transformer la douleur en force et en sens. Et souvent, pour en arriver là, bah, il faut de l'antifragilité. L'antifragilité, c'est de la résilience, plus la capacité de se renforcer, de devenir encore plus fort qu'avant. Ça amène une transformation. La résilience, on absorbe un choc, on revient à son état naturel. L'antifragilité, on absorbe un choc, on revient à notre état de départ, mais en plus, on va se renforcer. On devient plus fort. Et peut-être que toi qui m'écoutes, tu dis ouais, bon, la croissance post-traumatique, moi, ça me concerne pas. Moi, je pense pas que je pourrais dépasser mon trauma, c'est fini, je suis condamné. Ben non, en fait, la croissance post-traumatique, ça concerne tout le monde. Tout le monde en est capable. Et je le dis de façon catégorique. Tout le monde est capable de croissance post-traumatique. Mais encore une fois, je dis pas que c'est facile. D'accord? Ça va être un cheminement. Ça va demander de la sagesse, de reconnaître déjà nos limites, de reconnaître aussi qu'on a la capacité d'avancer, de reconnaître son trauma, reconnaître ses comportements, les comportements qui découlent du trauma, et ben, d'une certaine énergie pour pouvoir avancer aussi. Parce que si on reconnaît tout ça mais on bouge pas, peut-être que ça va être compliqué aussi de vivre cette croissance post-traumatique. Et au début en début de podcast, je t'ai parlé de figures inspirantes, d'accord, qui avaient en commun un grand trauma et qui ont su faire preuve de croyances post-traumatiques. Bah, je t'ai parlé de Viktor Frankl, par exemple. Viktor Frankl, c'est un survivant des camps nazis, d'accord. Et suite à ça, il a fondé la logothérapie. Il a découvert que celui qui a un pourquoi peut supporter presque tous les comment. En gros, celui qui est animé par un pourquoi profond, par une quête de sens ou même un sens, peut tout dépasser. Il peut dépasser toutes les difficultés qu'il y a sur cette planète, sauf peut-être la mort. Mais, en tout cas, il peut tout transformer. Ça devient un alchimiste. On a parlé ensuite de Nelson Mandela. Donc lui, après 27 ans de prison, il a choisi le pardon plutôt que la vengeance. Et c'est devenu un symbole mondial de la réconciliation. Il a vécu un trauma dans son enfance. Il a été emprisonné pour rien pendant 27 ans. Et pourtant, il a transformé tout ça. Et
il a impacté le monde de façon positive. On a Malala Yousafzai. Alors, c'est une jeune fille afghane qui a transformé la violence qu'elle a subie durant son enfance, l'injustice, le sexisme, etc. Tout ça, elle l'a transformé en un combat pour l'éducation des filles. Frida Kahlo, qui a été clouée au lit après un grave accident, bah, elle a fait de sa souffrance la matière brute de son art. Ce qu'on connaît de Frida Kahlo, sa capacité à être même rentrée dans l'histoire, on le doit en partie à son trauma. Je peux parler par exemple de Maya Angelou, pareil, qui a subi des abus et du racisme, qui est devenue une voix puissante de la dignité et de la liberté. Elle s'est engagée dans ses causes par la suite. Martin Luther King, pareil, qui a surmonté la ségrégation et le racisme pour devenir le porte-parole de la paix et de la non-violence. Et tout ça, c'est parti d'un trauma qui a été surmonté, qui a été transformé. Et d'ailleurs, ça arrive que des personnes qui ont été victimes de guerre ou de maladies graves disent par la suite qu'ils ont développé une profonde gratitude et un regard beaucoup plus lucide sur la vie. Et je pense à une dame qu'on connaissait qui a eu un jour un cancer qui est quand même qui peut être comme vécu comme un grand traumatisme, et qui nous a expliqué, alors on lui avait dit qu'elle n'avait que 5 mois à vivre, et bah, suite à ça, elle en a vécu 6, et suite à ça, en fait, elle a expliqué qu'elle n'avait jamais autant vécu qu'après avoir appris l'existence de son cancer. En fait, elle a re-questionné sa vie et elle a appris à prioriser les choses qui n'étaient pas importantes, elle les a mis de côté. Elle a appris à apprécier chaque chose de la vie, chaque instant, chaque moment dans le présent. Et elle nous expliquait que, ben, certes, elle savait qu'elle allait mourir, mais que elle n'avait jamais autant vécu que à ce moment-là. Alors qu'à côté, il y a des personnes qui vivent jusqu'à 80 ans et qui passent à côté de leur vie, qui ne savourent rien, qui ne sont jamais dans la gratitude, qui ne profitent de rien, qui ne vivent pas au final. Et vraiment, ça montre à quel point, en fait, on peut transformer un trauma et on peut en tirer pleinement parti par la suite. Vraiment, en fait, il faut voir le trauma comme une sorte de tremblement de terre intérieur. Il va faire s'effondrer tout ce qu'on croyait stable, nos limites, nos croyances, nos faiblesses. Mais une fois que tout est détruit, bah, il va révéler aussi, paradoxalement, nos forces et ce qui est vraiment important pour nous, en fait, à condition de cheminer et de le dépasser. Parce qu'il permet à ceux qui dépassent, encore une fois, ce trauma, de se connecter à plus d'authenticité, de plus vouloir être quelqu'un d'autre que soi-même et d'être accepté pour ce qu'on est et pas pour ce que les autres veulent. Elle peut nous permettre de développer nos valeurs, déjà d'apprendre à les connaître, quelles sont nos valeurs. Parce que beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi leurs valeurs identitaires, quelles sont les valeurs qui les drivent. Ça peut nous permettre de comprendre quelles sont nos valeurs et aussi de les consolider et d'en faire une boussole. Ça peut nous permettre de reconsidérer nos priorités et arrêter de perdre du temps avec des choses futiles. Ça peut nous aider à reconsidérer nos relations en arrêtant de s'encombrer avec des personnes qui sont plus toxiques qu'autre chose et nous polluent l'existence. Ça peut nous permettre de reconsidérer ou de développer notre mission de vie, même de la trouver, de s'engager pleinement dans une cause qui est importante pour elle. Alors quand on dit une mission de vie, une mission peut changer, d'accord, on peut en avoir plusieurs des missions dans la vie. Mais en tout cas, ça peut permettre de se dire, en fait, regarde, maintenant j'ai un sens en fait. J'ai un sens, j'ai un but. Je sais ce que je veux faire de ma vie. Je sais dans quoi je veux m'engager. Je sais ce qui est important pour moi. Trouver un sens à sa vie, ça nous permet aussi de changer notre regard sur le monde. Et encore, même au-delà de tout ça, ça peut nous permettre aussi de développer plus d'empathie et de profondeur humaine. J'ai dit, encore une fois, que moi-même, j'ai des traumas qui viennent de l'enfance. Je sais qu'aujourd'hui, le Samir qui est devant vous, il ne serait pas le même s'il n'avait pas vécu ces traumas. Ça a été douloureux, ça a impacté ma vie de façon négative sur une certaine période. Et ça, c'est pour ça que je dis que je ne nie pas la difficulté d'un trauma et son impact négatif sur notre vie. Mais le jour où j'ai arrêté de lutter, en fait, contre quelque chose qui s'est passé il y a bien longtemps. Ça s'est passé. Je peux rien y changer. Mais qu'est-ce que je veux en faire de ça? Qu'est-ce que je peux en faire là, maintenant, dans le présent? En fait, quand j'ai dépassé ça, au final, c'est une part de mon histoire. C'est une médaille. C'est une cicatrice qui est là, qui est visible et qui montre
à quel point j'ai été résilient et j'ai été antifragile. Cette cicatrice me permet d'être qui je suis aujourd'hui et elle m'a permis, je pense, de développer une certaine empathie, de développer une certaine compréhension des autres, proximité et aussi chez moi, ça a développé une valeur de loyauté. Je parle pas de loyauté toxique, mais je parle du fait que, pour moi, c'est important de respecter l'autre au final. Cette loyauté, c'est plus une forme de respect. Du coup, en fait, pour en revenir à ce qu'on disait, la douleur, quand on transforme le trauma, la douleur devient une boussole. Elle va pointer vers ce qu'on veut plus subir et ce qu'on veut désormais incarner. On sait ce qu'on veut pas. Et donc, on sait vers où on doit aller pour ne pas avoir ce qu'on veut pas. Et donc, automatiquement, on va poser des actions pour aller vers ce qu'on recherche, dans la bonne direction. C'est un peu comme s'il y a un panneau stop devant nous. C'est que non, tu vas pas dans cette direction, il faut que tu ailles de l'autre côté. Ça oblige à développer des ressources internes, comme la patience, le courage, l'adaptation, la créativité, l'antifragilité. Et en fait, toutes ces qualités que tu vas développer sur le long terme, dans ce cheminement-là, ça va être des atouts, des forces. Pas seulement pour toi, mais aussi pour inspirer les autres. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que ce qu'on croyait être une faiblesse, ça devient une compétence rare. Le trauma, il te fait passer du pourquoi moi, la victime, au grâce à ça, j'ai compris que, ou grâce à ça, j'ai réalisé. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure avec moi, en fait. C'est que ce que j'ai vécu dans mon enfance, au départ, c'était pourquoi moi, ça aurait jamais dû arriver. Mais par la suite, une fois que j'ai fait la paix avec ça, en fait, si demain je devais recommencer ma vie, je la recommencerais pareil. Je la recommencerais pareil avec les difficultés que j'ai eues, etc. Et donc voilà, à ce moment-là, on passe de la victime à l'acteur ou l'actrice et l'autrice ou l'auteur de sa vie. Et tout à l'heure, je te disais, je vais inviter une personne qui va témoigner. Alors, j'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir avec nous Dylène, une personne qui m'inspire énormément, une des étudiantes de l'Institut. Elle représente l'image même en fait de ce que je raconte dans le podcast, du fait qu'en fait nos traumas ne sont pas forcément nos ennemis, et si on les intègre et qu'on les dépasse, en fait ça peut être notre point de renaissance. Dylène, bienvenue à toi. Est-ce que tu pourrais te présenter à nous en quelques mots, puis nous dire en fait qui tu es, qu'est-ce qui t'anime? Oui, bien sûr. Je me présente, Guylaine Lebreu. Je suis psychoéducatrice, je suis maman, je suis une femme. C'est drôle que tu me poses cette question-là parce que, quand j'étais étudiante à l'Institut Merlin, j'ai trouvé, en fait, ma mission de vie, qui était que chaque personne puisse trouver leur propre vérité parce que quand j'ai trouvé ma propre vérité, c'est ce qui m'a permis grandement de m'épanouir. Donc, ce qui m'anime, c'est que de permettre de pouvoir faciliter et d'accompagner les gens qui puissent trouver leur propre vérité. J'adore. Et t'as un slogan, c'est vrai que tu me répètes très souvent. Oui, j'ai un slogan actif, j'ai un logo que j'ai sur moi, que j'ai fait tatouer sur ma peau. C'est le logo de l'alchimiste avec la pierre philosophale au centre. Et pour moi, c'est l'alchimiste du changement. Je me représente comme l'alchimiste du changement. Et chaque personne que j'accompagne, ce sont les alchimistes de leur vie. Et en fait, mon slogan, c'est transmuter votre merde en merveille. Et effectivement, la merde, c'est les traumatismes qu'on a subis durant notre vie, mais on peut les transmuter, on peut les transformer pour que notre vie devienne encore meilleure. Merci beaucoup pour ça, justement. J'adore en tout cas ton slogan. Je le partage pleinement. Si, est-ce que justement tu accepterais de nous partager un peu de ton histoire, de ce que tu as vécu, ton trauma? Oui, en fait, j'ai été agressée sexuellement par 6 membres de ma famille, 4 du côté paternel et 2 du côté maternel. Faut aussi noter que dans mon histoire, mes parents se sont séparés et j'ai été éduquée. Ma famille d'accueil, en fait, a été mes grands-parents paternels. Donc, les 4 oncles qui m'ont agressé sexuellement, je vivais avec. Premier souvenir que j'ai, c'est à l'âge de 6 ans. Est-ce que j'ai été agressée sexuellement avant?
j'ai pas ce souvenir-là, j'ai ce blanc-là, j'ai ce trou de mémoire-là. Mais à partir de 6 ans, effectivement, j'ai été agressée sexuellement jusqu'à l'âge de 15 ans, jusqu'à temps que j'ai eu la force, en fait. C'est une drôle de force. Quand je dis la force, là, c'est j'ai rencontré un compagnon et j'avais l'impression de tromper mon compagnon. Oh. Très dans le sorte que ça m'a permis de dire au il restait 2 agresseurs qui m'agressaient, permet de dire: «Mort, stop», parce que je voulais pas tromper mon compagnon. Mais après ça, j'ai compris que c'était pas tromper, c'était je me faisais agresser. Je chiais, je faisais des agressions. En fait, mon histoire, c'est que c'était à répétition, c'était ça revoyait tout le temps le matin, l'après-midi, le soir que la nuit. Qui fait que j'étais toujours en nouvelle vigilance. 24 Mmh. heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce qui était problématique parce que j'arrivais pas à bien dormir. En fait, je dis tout le temps, moi, je dors 2 semaines par année. Parce que c'est durant ces 2 semaines-là, j'allais dans un camp où je dormais pendant 2 semaines dans ce camp-là et c'est à ce moment-là que je pouvais dormir. Merci beaucoup du coup pour ce partage. Peut-être le truc que je voulais ajouter parce que tu as dit un truc intéressant et c'est un point que j'ai répété pas mal durant le podcast, c'est que j'ai expliqué qu'en fait, c'était pas de leur faute, c'est pas de la faute des personnes qui ont vécu des traumas et ça, c'est un point qui revient très souvent, c'est que quand on vit un trauma, on culpabilise. Oui, parce qu'on l'intègre, ce trauma-là. En fait, ça transforme notre cerveau. On le sait aujourd'hui. Ça transforme notre cerveau et ça fait en sorte que on a l'impression qu'on est responsable du crime qu'on a subi. Et en agression sexuelle, tout ce qui concerne la sexualité, en agression sexuelle, le problème, même Muriel Salmona, une psychiatre française que moi, j'adore, en fait, nomme que c'est le trauma le plus déshumanisant qui soit. Donc, c'est un des plus graves parce que le lieu de crime, c'est notre corps. Fait on peut jamais quitter le lieu. Notre corps devient, c'est l'enfer, hein. C'est un milieu, c'est, c'est le lieu de l'enfer. C'est notre calvaire. On doit constamment être dans le lieu du crime. On a intégré ça, donc on a honte. On se sent coupable, on a honte. Au-delà de ça, on peut aussi briser, on a l'impression de, si on dénonce, si on parle, le problème, que ce soit n'importe quel, là, si on parle en négligence, en maltraitance, durant la l'enfance, si on parle, on brise notre famille. Ça aussi, c'est un poids qui est énorme sur les épaules d'un enfant, de la responsabilité de garder la cohésion familiale, mais au final, c'est pas notre faute, c'est l'agresseur qui a décidé de briser la famille en commettant un crime. Merci pour ce partage. Je pense que ça va être, hyper important et que ça va créer des prises de conscience chez les personnes qui nous écoutent. Du coup, je vais te poser une autre question, c'était en quoi cette expérience t'a limité? Alors, tu sais, quand tu avais parce que tu aimes bien ça avec tes clients, tu as ton petit truc de Calimero là, ta coquille. Quand justement, tu étais dans cet état-là. Ben, en fait, on était en état de survie. Moi, je me suis sentie, dans je me maintenais en survie, en fait, qui faisait que je maintenais aussi mon chapeau de Calimero, hein, ma coquille, qui m'empêchait de voir, qui m'empêchait de m'épanouir, qui m'empêchait d'avancer parce que j'étais juste en survie. Donc, tout ce qui est, traumatique, l'hypervigilance, j'étais toujours aux aguets, mais en même temps, j'avais aussi beaucoup de comportements à risque qui a fait en sorte que j'ai jamais pu m'épanouir. J'avais pas accès à ce que je suis réellement. Donc, j'avais même pas accès à mon identité d'être humain. Tu sais, je me considérais comme un objet. Donc, dire non, dire oui, tu sais, ce que les gens me donnaient, l'attention que les gens me donnaient, j'allais vers là. Euh, Soit je prends la carpette d'entrée, je prends souvent cette métaphore-là, la carpette d'entrée, les gens pouvaient s'essuyer les pieds sur moi, puis c'était correct. Parce que j'étais juste un objet. J'avais pas notion de confiance en soi, d'estime de soi, de s'épanouir. Je le savais, intellectuellement, je le savais, mais mon corps disait: «Non, non, t'as pas de valeur, tu mérites pas, donc tu auras à subir toute ta vie». D'où mon chapeau de Calimero que j'avais, ma posture de victime que je maintenais. Est-ce que je la maintenais parce que j'avais envie de la maintenir? Non, pas. C'était juste parce que je devais rester en vie. Je devais survivre. Mmh. Ouais, ça, qui revient souvent et en fait,
on peut avoir un jugement vis-à-vis de ce comportement-là, alors que ce comportement-là, en réalité, est une espèce de protection. Alors ça protège nos certitudes, notre carte du monde. Parfois, ça nous protège de voir la vérité, parce que cette vérité peut faire très, très mal, encore plus que, ce qu'on est en train de vivre actuellement. Mais le problème, c'est que c'est une protection immédiate, là, maintenant, tout de suite. Mais sur le long terme, bah, ça nous enfonce encore un peu plus dans notre enfer. Comme tu disais tout à l'heure, tu parlais d'enfer. C'est qu'en fait, en réalité, on descend encore plus dans des niveaux, plus bas encore de cet enfer intérieur. Ouais. Oh oui, tout à fait. C'est affreux, en fait, là, le sentiment qu'on peut avoir. On regarde les gens dans nos yeux de quand on est en posture de victime, on regarde les gens qui, tu sais, toute la notion de justice, pourquoi que eux, ils ont droit à ça, puis moi, j'ai pas le droit. Puis tu vois, dans mon discours à moi, on ne vit pas un traumatisme, on le vit parce qu'on le veut pas. On le veut pas. On veut pas que quelqu'un commette des crimes sur nous, sur notre personne. Surtout qu'en tant qu'enfant, on sait qu'on est en développement. Fait que ça s'imprègne encore davantage dans notre système. C'est c'est, c'est affreux. De sortir de ce carcan-là de victime, ça prend un courage énorme. Une des plus grandes ressources, c'est le courage, hein. Merci, parce que, tu vois, moi, j'utilise encore beaucoup le vivre un traumatisme et le subir un traumatisme, effectivement, tu sais, ça donne une autre image et je pense que c'est un peu plus doux pour les personnes qui, justement, qui l'ont vécu, de dire: «Je l'ai subi, je l'ai pas vécu». Parce que vivre un traumatisme, ça peut aussi amener l'idée de en fait, c'est peut-être moi aussi qui a été le vivre, en fait, qui a été le rechercher, quelque Ben, ça remet la responsabilité sur la victime, en fait. Une partie de la responsabilité sur la victime quand on vit quelque chose. C'est pour ça que pour moi, subir, ça m'appartient pas. C'est pas moi qui ai décidé de me faire agresser sexuellement, là. C'est l'autre personne. C'est l'agresseur, en fait. Puis c'est ça ça aussi, dans mon discours, j'ai changé. C'est pas mes agresseurs. Ce sont les agresseurs de mon parce que mon passé m'appartient. Mais ces gens-là m'appartiennent. Donc, dans mon discours, on l'entend pas, on va entendre les agresseurs de mon passé. C'est vrai que les mots ont une influence aussi sur notre perception des choses. Justement, maintenant que tu nous as parlé un petit peu de ce que tu as vécu, tu nous as partagé une partie de cet enfer que tu as vécu. J'imagine que c'était horrible au quotidien, c'était horrible dans tes relations avec les autres, dans ton expérience, en fait, en règle générale avec la vie, parce que automatiquement, on se rattache toujours au traumatisme. Ouais. Quand on est en posture victime, en fait, c'est ça qu'on fait. C'est le traumatisme prend toute la place dans notre système, qui fait que ça l'influence notre présent. Ça l'influence aussi notre avenir. À partir de là, quand on décide de faire un processus de guérison puis qu'on réussit à s'extraire de ce traumatisme-là, qui devient une cicatrice, hein, c'est une blessure qui va rester là, mais cicatrisée. À partir de là, ça n'inclut plus notre présent. Fait que ça fait partie de notre pensée, puis on peut même aller rechercher des richesses à travers cette merde-là, hein, comme que de mon slogan, à travers cette merde-là, ben, on va rechercher des merveilles. J'avais donné une métaphore, tu me confirmeras si ça te parle ou pas. J'avais expliqué à un moment que le trauma, c'est un tremblement de terre intérieur, en fait. Donc ça détruit tout, énormément de choses. Mais en fait, l'avantage aussi de tout détruire, c'est que ça révèle aussi des trésors qui étaient cachés sous terre. Parce qu'une fois que tout est au sol, bah, en fait, tu as des choses que tu enfermes, que tu ne connaissais pas, qui ressortent comme, bah, ce qui est important pour nous, nos valeurs, qui nous sommes réellement, et cetera. C'est qui étaient cachés sous, toutes ces choses qui étaient au-dessus et qui parfois nous appartenaient même pas parce que c'était des choses qui appartenaient à notre famille, heu, une éducation qui était pas forcément, tu sais, qui nous ressemblait pas, en fait. Oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord. C'est un peu comme ta carte du monde qui est biaisée, en fait, qui a été, qui a été c'est ça, qui a été biaisée. Puis quand il y a, oui, ce tremblement de terre, je trouve ça, vraiment intéressant, la métaphore du tremblement de terre, parce que le tremblement de terre, c'est un coup, tout est à terre, on peut pas aller plus, là. Tout est détruit. Donc à ce moment-là, ben, il nous reste à remonter. On a cette opportunité-là de dire: «Maintenant, je vais reconstruire, mais sur mes bases, ma fondation à moi». C'est plus on n'a plus cette fondation-là où c'est teinté d'à peu près n'importe quoi, là, qui nous appartenait pas, là. Non.
Mais oui, effectivement, c'est venu chercher. Je regarde des ressources que moi j'ai découvert très, très tard dans ma vie, d'où le sens de l'humour. Je savais même pas que j'avais un sens de l'humour. Euh, c'est drôle, mais pour moi, j'avais pas de sens de l'humour. Non. Mais j'ai appris à avoir le sourire, sourire. Je je savais pas sourire. Mmh. Mais à partir de ma guérison, j'ai appris à sourire. J'ai appris à sourire. C'est Et moi, quand je pense Guylaine, je pense toujours sourire. Je t'ai connu comme ça et tu souris encore plus maintenant, donc c'est encore mieux. Et justement, ça a été quoi ton point de bascule? le point de bascule, en fait, ça a été très long. J'ai fait des années et des années de cheminement personnel, de processus de guérison. J'ai été excessivement longtemps. Mais le point de bascule, c'est un peu comme un accouchement. Un accouchement, là, c'est pas l'accouchement qui est difficile. C'est le travail qui est en avant. En amont, c'est vraiment le travail. Un coup que tout le processus est enclenché, accoucher sa voix, c'est même une libération. À partir du moment, il y a eu un déclencheur à un moment donné, puis c'était un déclencheur qui était vraiment anodin, là. Euh, je me suis senti, j'avais toujours un vide intérieur. Je ressentais toujours un vide intérieur. J'ai essayé de le combler de toutes les façons. Mais ce vide-là, c'était mon humanité. J'ai j'ai essayé avec des enfants, avec des études, avec l'alcool, la consommation, avec des comportements à risque sexuel. J'ai tout essayé. Mais à partir, il y a un événement, un déclencheur, pas un événement, mais un déclencheur qui a fait que j'ai senti mon corps, j'ai senti que ce trou-là, ce vide-là, c'est rempli. Et là, j'ai comme fait, puis c'était vraiment physique, là. Waouh! Et là, tout a basculé. Toute ma façon de voir les choses, ma perception face aux autres personnes, face aux événements, a réellement basculé. C'est comme si je renaissais. Ah, mais c'était à l'autre de mes 40. C'était long. C'était très long. Mais moi, vu que je suis contente d'avoir vécu ça. Il y a eu, une prise de conscience qui a été à l'origine de tout ça ou c'est juste une expérience que tu as vécue qui est arrivée comme ouais. C'est une expérience qui est arrivée comme ça. C'est pas, en fait, moi, je crois que tout mon processus que j'ai vécu durant, début adulte jusqu'à l'aube de mes 45 ans, tous les événements que j'ai vécus qui faisaient partie de mon processus de guérison m'ont emmené à vivre cette intégration. Parce qu'on peut comprendre des choses. Ça, moi, je l'ai compris, en tout cas, à travers l'Institut Merlin avec l'index de computation. C'est qu'on peut comprendre avec notre tête. Mais si on l'intègre pas dans notre système, on passera pas à notre corps, ne le comprendra pas, notre corps on le vivra pas. Puis moi, je pense que cette intégration-là, cet index de computation-là, je l'ai vécu dans un moment. J'ai comme accouché de moi. Ah, c'est beau ça. C'est beau cette métaphore. Oui, oui, je suis assez content d'avoir émergé. Guylaine d'aujourd'hui est pas la même que Guylaine il y a 20. Donc du coup, une fois que tu as eu tu sais, tu as eu ce déclic, tu as vécu cette expérience, il s'est passé quoi après? Mais cette renaissance, elle était comment aussi? En fait, ça m'a permis de croire que j'étais légitime dans ce que j'étais moi comme personne, que j'étais pas trop passé, j'étais Guylaine dans tout ce que je suis. Mais il faut comprendre aussi que ça, il y a encore des ombres, il y a encore des croyances limitantes qui règnent, là. Tu sais, c'est pas parce qu'on renaît que tout devient beau et magique, là. Il y a comme un entraînement, il y a comme du nettoyage, un peu comme ton tremblement de terre, nettoyer. Tu sais, si on veut rebâtir, faut déconstruire des choses pour pouvoir mieux construire. Ce qui a été un petit peu ma vie depuis mes 45 ans. Mais pour ça, je me suis sortie de ma coquille. Hem, déjà, j'avais porté plainte avec ma sœur en, au criminel, dans le processus judiciaire criminel. Le processus était enclenché contre 4 des 6 agresseurs de mon passé. Ensuite, de plus ça allait, plus je me légitimais, là, dans ce que j'étais. Je suis allée me battre jusqu'en 2022.
au civil pour que les juges, pour que le système de justice dise oui, Glenn, tu as été victime et ça fait partie de ton histoire. Maintenant, puis le monde le reconnaît. Parce que la reconnaissance est excessivement importante dans nos traumatismes, là. Si on n'est pas accueilli, si on n'est pas reconnu dans ce qu'on a subi, c'est difficile. Mais d'abord, il faut se reconnaître aussi, là. Mais à partir de là, je pense que de se faire reconnaître, c'est un élément qui est crucial aussi. Mais à partir de là, il fallait que je nettoie. Puis je savais pas comment nettoyer. Puis aussi, comme belle coïncidence, bel synchronisme, j'ai tombé sur l'Institut Merlin. Honnêtement, ça a été, en fait, ça m'a permis de nettoyer, ça m'a permis de pouvoir me dégager, tu sais, les ruines, tout ça, puis rebâtir tranquillement pas vite avec ma cape du monde à moi, avec mes croyances, comment défaire ces croyances-là, comment travailler l'explication aussi. Moi, je pense que chaque personne, quand on sait qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, quand on a cette connaissance-là au niveau intellectuel, on peut l'intégrer, puis on peut se mettre en action. Ce que la PNL systémique m'a amené, que l'Institut Merlin, parce qu'il y a aussi, moi, je suis pas beaucoup au contact humain. Ce que je suis allé chercher là, c'est justement un nettoyage, une compréhension avec les neurosciences, un nettoyage, puis une construction. Merci pour ce partage. À un moment, j'explique dans le podcast, alors t'es pas là, enfin, t'as pas écouté tout le podcast, mais je te l'enverrai justement après. En fait, à un moment, j'expliquais dans le podcast que le piège, c'est de penser qu'on va régler notre trauma tout seul. Sauf que, en fait, quand on a vécu un trauma, on l'a vécu seul. On s'est senti seul. Il y avait personne autour de nous qui pouvait nous protéger. Donc, on était tout seul. Et penser qu'on va régler ce même problème seul, c'est l'un des plus gros pièges. Et en fait, ce que tu dis, ça vient confirmer aussi un petit peu ce que je raconte, dans le sens où, à un moment ou l'autre, on peut faire une partie du cheminement seul, mais l'autre va être important. Notre renaissance, elle va se faire aussi au travers des yeux des autres, du regard que certaines personnes vont nous porter, vont nous réhumaniser en fait. Ils vont nous permettre aussi de nous challenger. On a des croyances, on a des certitudes. Ces certitudes nous empêchent d'avancer et de se confronter aux autres, d'avoir d'autres personnes. Ça peut être un groupe de parole, ça peut être des thérapeutes. De la thérapie peut aider. En fait, ça nous aide à cheminer, à évoluer, et à accoucher, en fait, au final. Oui, tout à fait. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que de rester seul dans son traumatisme, penser qu'on peut sortir du traumatisme seul, le problème, c'est qu'on va boucler dans notre train. On n'a pas, seul, c'est très difficile de challenger notre carte du monde. Fait que si on s'expose, parce que c'est vraiment une exposition, là. Si on s'expose au regard des autres, puis si on se sent accueilli, on se sent accepté, on se sent accueilli, ben, ça nous permet aussi d'assumer ce qu'on est, mais ça nous permet de challenger notre carte du monde, de dire, on a envie de quoi? J'ai envie de quoi, moi? J'ai envie de vivre quoi? Est-ce que j'ai encore envie de garder mon chapeau de Calimero qui m'empêche de regarder de chaque côté, qui m'empêche de m'ouvrir? Ou, au contraire, j'ai envie d'aller de l'avant? Oui, il y a des peurs, oui, il y a des craintes, oui, il y a encore des croyances qui sont là, qui disent: «Non, non, Glenn va pas là, non, non, Glenn». Mais en même temps, aujourd'hui, je sais que je suis légitime. Aujourd'hui, je sais que je peux m'ouvrir, je peux challenger ma carte. Puis quand j'y arrive pas, j'ai fait quand même un bon cheminement, mais quand j'y arrive pas, là, maintenant, quand j'y arrive pas tout seul, je me viens vers d'autres personnes pour m'aider à dire: je bloque là, ça passe pas, là. Il y a quelque chose qui arrive pas, là». Mais c'est tellement beau. C'est là où ce que je pense que la magie. La magie se crée à ce moment-là. C'est extraordinaire. Puis ça nous permet aussi de voir la vie, c'est fait comme: «Wow! Il y a beaucoup plus d'opportunités qu'on se pensait». Je sais pas quel numéro, il y a pas d'opportunité. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, qu'est-ce que cette transformation t'a apporté, que ce soit dans ta vie, dans tes relations? Qu'est-ce qui a changé par rapport à avant ou même dans ta mission? C'est vrai que maintenant, une fois qu'on se libère du trauma, notre lumière, on lui permet pleinement de briller et du coup, on peut aider les autres aussi à profiter de cette lumière. Alors que quand on est dans le trauma, cette lumière, elle est là quelque part, mais elle est enfermée en Ouais, ouais, ouais. Ben, en fait, à partir du moment où j'ai décidé, hein, parce que c'est quand même une décision, là, tu sais, où
j'ai pu intégrer ou j'ai décidé de dire: «OK, je vais m'ouvrir, je vais m'exposer, je vais essayer». Ben, ce que ça permet, c'est que ça ouvre une multitude d'opportunités. Ça m'a donné accès à mes rêves parce que je rêvais plus. Je souriais pas, je rêvais plus. Mais à partir du moment où j'ai vécu cet éveil-là, que j'ai décidé que cette lumière-là, je m'exposais, puis au pire, je m'aurais refermé. C'est le pire qui aurait pu arriver. Je pouvais pas de pire. Donc, quand j'ai ouvert, j'ai eu un accueil incroyable. Est-ce que je suis confronté parfois à des personnes qui veulent m'éteindre? Bien sûr que oui. C'est pas ces personnes-là que je veux focuser maintenant, je veux focuser sur celles qui me permettent d'être en lumière. Puis ça, c'est extraordinaire. Puis quand on réussit à trouver notre propre vérité, parce que moi, ma mission, c'est ça, hein, on va se le dire, je l'ai dit au début, quand on réussit à trouver notre propre vérité, là, on se sent tellement plus léger. On se sent tellement plus on se sent en vie. On est on respire. C'est ce qui est c'est incroyable. Je peux pas dire plus que c'est incroyable. Tu sais, j'ai accédé à mes rêves. Moi, à 50 ans, j'ai écrit un livre. Je rêvais de tout ça, là. Écoute, j'étais à l'université, je me souviens, début vingtaine. Puis je me disais: «Hey, j'aimerais ça écrire un livre». Mais j'avais tout, tu sais, qui disait que j'étais pas bonne, j'étais pas fine, tu sais, j'étais pas intelligente, je pouvais pas me mettre un mot vers l'autre. Tu sais, j'allais à l'université, mais parce que j'avais un copain que lui était hyper brillant qu'à l'université, il m'a comme freiné. Tu sais, je vivais dans son ombre, en fait, je le suivais. Il me disait: «Glenn, t'es bonne». «Non, je suis bonne», je fais mais je vivais pas, c'est pas moi, là. Tu sais, mais j'ai réussi à accéder à ces rêves-là. J'ai écrit un livre, j'ai écrit un deuxième livre. J'ai accédé aussi banal, moi, je voulais avoir un Jeep rouge. Très longtemps, là, que je le voulais, mon Jeep rouge, j'en parle tout le temps, mais je le voulais, mon Jeep rouge. Ben, aujourd'hui, il est dans ma cour. C'est trop bien. Il est dans ma j'ai je voulais être en pratique privée. Moi, là, l'indépendance, la liberté de penser, l'autodétermination est excessivement important. Ben, je suis à ma deuxième année de pratique privée. Puis tranquillement, j'accède à mes rêves quand j'étais toute petite, quand j'étais début vingtaine. J'accède à mes rêves quand j'étais plus jeune. Fait que j'ai pas l'impression d'avoir 58 ans. J'ai l'impression on dirait que je suis en début de carrière, puis, tu sais, je mène ma vie, je gère ma vie, puis pourtant, bon, je le sais, là, j'ai 58 ans, là, mais c'est pas ça qui veut m'empêcher. C'est pas ça qui me fait d'avancer, puis c'est pas ça qui m'empêche d'accéder à Bon, magnifique, ça fait ça en fait, tu vois, même si, tu à un moment, tu trouvais pas les mots, ça se transpose dans ta manière de parler, ta posture, ton visage, tu sais, il y a vraiment un relâchement total et ça montre à quel point justement cette libération, c'est une libération. On se sent beaucoup mieux. Une question, qui n'a rien à voir en fait avec ça. Est-ce que vous avez ça au Canada aussi, le Jeep ducking? Entre propriétaires de Jeep, en fait, ils se lèchent le petit canard en plastique sur, Ouais, non, c'est pas les canards en plastique. Nous autres, on se salue. OK, vous saluez. Ah oui, si tu te salues pas, t'es pas un vrai Jeeper. OK, c'est un lieu de phénomène alors. Parce qu'ici, ils se laissent des canards en plastique, les propriétaires de Jeep. Donc du coup, en fait, tu gares ta voiture, tu as un autre propriétaire de Jeep qui avait peut-être un canard en plastique déjà, il le met sur ton capot là. Du coup, en fait, ils ont tous des canards en la une grosse partie ont des canards en plastique parce qu'ils se les échangent comme ça, donc c'est drôle. C'est d'Avignon. Et nous, on se salue. On se salue. Tu sais, quand il y a un Jeep qui passe, on se salue. Et son Michel Scouret. Oui, des sports, il y a comme une espèce de communauté autour d'un Jeep. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas. C'est agréable. Tu sais, tu connais pas, la première semaine, j'ai eu un Jeep, là. La première semaine, j'ai eu mon Jeep. Honnêtement, là, je suis retournée chez le concessionnaire et j'ai dit, je savais pas, j'avais plein d'amis, moi, avec des Jeeps. Puis là, il a parti à rire parce que je connaissais pas le phénomène. Mais il a parti à rire, puis là, il m'a expliqué un petit peu la tradition que les Jeepers avaient. Puis là, écoute, OK, là, je les connais pas, ce monde-là, là, mais ils me saluent parce que j'ai un Jeep. Fait que, mais c'était rigolo. C'était un petit pic rigolo. Je veux juste en revenir sur, tu sais, mon histoire qu'à un moment donné, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai recyclé un peu le traumatisme. Hem, à l'Institut Merlin, j'ai connu aussi, tu sais, on parle de phénomène de résilience dans notre société. Tu sais, de rebondir par rapport puis moi, je trouve ça extraordinaire. Un coup, tu as rebondi. Mais un coup, tu as rebondi, tu fais quoi avec?
Et là, l'instrument, Merlin m'a permis de mettre des mots sur qu'est-ce qu'on fait, quelle richesse qu'on peut aller chercher à travers cette nerve-là, hein, qui est transmutée en merveille. Ben, c'est l'antifragilité. C'est que je suis allée chercher toute ma capacité d'observation, ma sensibilité. Ça vient d'où? Ça vient parce que j'ai subi toute ma précision. Tu sais, j'essaie de, je suis curieuse, j'aime apprendre au niveau des traumatismes. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je veux me spécialiser en traumatisme? Ben, parce que je l'ai subi. Donc, je suis allée rechercher qu'est-ce qui était dans cette merde-là, hein, qui est devenu du fumier, puis que moi, je considère que j'ai maintenant des beaux fruits à travers ça. Ben, je suis allée rechercher les nutriments, les éléments qui me permettent d'être qui je suis aujourd'hui. Avec mon sourire, mon sens de l'humour, ma curiosité, ma persévérance, ma détermination, puis mon courage. C'est beau ce que tu as. Effectivement, bah voilà, ça, c'est bien que tu le mentionnes parce que c'est c'est le titre au final du podcast, c'est est-ce que notre trauma ne serait pas nos super pouvoirs au final? Et bah, le trauma nous apporte aussi son lot de force et de super pouvoirs qui, bah, une fois qu'on intègre, on peut profiter de cette réserve d'énergie en fait qu'on a à l'intérieur de nous. Mais si on l'intègre pas, bah, malheureusement, on peut pas l'utiliser. Puis là, je veux juste amener, tu sais, ça semble facile quand on le mentionne comme ça, mais c'est tout un processus. Faut vraiment prendre le temps, c'est un processus et ça demande une énorme ouverture aussi parce que, faut oublier le chapeau de quel numéro. Tu sais, comme personne, tu sais, je me remets quand que j'étais plus jeune comme adulte, j'étais renfermée dans mes convictions, dans mes croyances, dans ma carte du monde, mais c'était ma survie qui faisait en sorte que je pouvais pas accéder à ces ressources-là. C'est mais ça prend un processus pour le faire, pour accéder à ces ressources. Voilà. Et justement, comment on pourrait faire pour accélérer le processus? Accélérer le processus. Que tu disais, excuse-moi, je te coupe. À partir du moment parce que le début, c'est une décision, tu l'as dit, je décide de m'en sortir. Et à partir de ce moment-là, le processus peut être accéléré, mais pas avant la décision. Non, parce qu'on ne le perçoit pas. On n'a pas, on a l'impression que tout le monde vit comme ça. C'est avec la culpabilité, la honte, on n'en parle pas, on ne touche pas à ça. Mais à partir du moment où il y a un déclencheur qui fait comme, hey, non, c'est pas tout le monde qui vit comme ça, c'est pas tout le monde que ça fait en sorte que tu dis, OK, moi, je veux m'en sortir. Mais c'est pas facile. C'est encore une belle, en tout cas, moi, je la trouve belle, cette métaphore-là. Je sais pas ce que tu dois penser. Mais comme un oignon, enlever une tranche d'oignon. Tu sais, c'est comme, ou non, la papyrus, tu sais, t'as comme tout t'as plusieurs couches, en fait, la papyrus que t'enlèves tranquillement. Euh, Puis à chaque révélation qu'on a, à chaque prise de conscience qu'on intègre, ben, ça nous permet d'enlever une couche, puis d'accéder à l'autre. Mais il peut y avoir plusieurs couches. L'accélérer, je, je sais pas comment on peut l'accélérer. Ce que je peux dire, c'est qu'il faut aller vraiment je pense que ce qui est important, c'est de respecter notre aussi. Puis notre carte du monde, elle a été, puis plus ça s'est cristallisé en soi, cette position-là, plus c'est difficile d'y avoir accès. Mais c'est de se permettre dans la douceur, dans la bienveillance, de dire, OK, on va y aller, une étape à la fois, une feuille à la fois. Moi, je pensais, quand je parlais d'accélérer, c'est déjà, par exemple, d'en parler, de ton truc qui est à l'intérieur de nous. Oui. Tant qu'on la garde pour soi, on ne peut pas l'intégrer, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas se confronter à une autre réalité que celle qu'on a nous, en fait. Et c'est là où je me disais, tu sais, tu me dis si ce que je dis a du sens ou pas, mais je me disais, en fait, l'une des premières étapes déjà, c'est d'accepter d'en parler. Et puis après, en fait, potentiellement, un peu comme tu l'expliquais tout à l'heure, de se d'en parler, d'avoir d'autres personnes autour de nous, pas de rester seul. Donc du coup, peut-être d'être accompagné, mais pas forcément par un thérapeute. Un thérapeute peut aider, il peut vraiment aider. Mais déjà, même le fait d'avoir, tu sais, des personnes autour de nous qui sont aidantes, c'est une forme d'accompagnement. Ben, moi, je pense tu sais, en fait, là, c'est de se permettre, de se donner l'autorisation de dire, malgré le fait que je me sens pas, malgré le fait que j'ai honte
malgré le fait que il y a une possibilité que je détruise ma famille parce que c'est très fort, hein. Dans notre société, comment on perçoit la famille, on touche pas à ça. Peu importe ce qui se passe dans la famille, on ne détruit pas la famille. Mais passer outre ça, puis de dire, moi, je prends mon courage, puis je vais en parler, je vais le dénoncer. Tu sais, quand que je dis dénoncer, en fait, c'est de libérer sa parole. C'est ce qui se passe à l'intérieur, de me permettre, moi, de l'ouvrir. Malgré l'horreur, parce que souvent les gens, moi, je me souviens, les premières fois que j'en ai parlé, je me sentais laide. Je me sentais, j'avais du dégoût envers moi-même. Mais je me suis permis une première fois d'en parler, c'est là où que j'ai dit: «Ah, quand même, c'est pas ça m'appartient pas tout». Là, tu sais, tranquillement, à force d'en parler, à force de libérer sa parole avec des gens qui nous accueillent à travers ça, là, c'est là où ce que ça permet d'enlever quelques couches. C'est là où ce que ça permet d'arriver à dire: «OK, au final, j'ai le droit. Au final, je me donne, je me permets». Ça, c'est se donner un peu d'amour. Merci, merci beaucoup. Alors, du coup, avant de finir, maintenant que tu t'es libéré, que tu es sur ton cheminement, que tu es, tu sais, sur ton plus plus là, quand on se libère, on passe enfin, quand on est encore dans le trauma, on est seul. Une fois qu'on se libère, généralement, on peut aider les autres à briller. Comment tu fais aujourd'hui, toi, pour aider les autres à briller? Oui, effectivement. Là, ça vient sur mon côté pédagogue, là. On se sent pas des on n'est pas seul, on se sent. Parce qu'on n'est pas seul en réalité. Parce que si tu regardes, hem, quand tu libères ta parole, comme tu sais, comme tu as vraiment mentionné, quand tu te permets de le faire, tu te rends compte que tu es pas seul. Mais au départ, tu te sens vraiment seul parce que ça fait partie du traumatisme, hein. T'isoler t'isoler, c'est pas juste du monde. T'isoler, c'est soi avec soi, là. C'est il y a un isolement vraiment et pour moi, là, étant donné que j'ai réussi à me libérer de ce traumatisme-là, aujourd'hui, je suis psychoéducatrice, je fais du suivi thérapeutique, heu, je suis curieuse, donc je vais chercher le plus possible de connaissances pour pouvoir aider les personnes qui, viennent demander mon aide pour qu'eux autres aussi puissent rayonner à leur tour, pour qu'on soit une communauté qui rayonne. C'est beau. Bah, écoute, merci à toi, Guylaine, d'être la personne que tu es, et puis d'aider les autres à rayonner. Est-ce que tu pourrais partager peut-être le nom de ton livre, s'il y a des personnes qui seraient intéressées? Et puis on mettra le lien, pour pouvoir, l'acheter ou le commander si besoin. Oui, en fait, mon livre, c'est drôle parce que c'est un peu un paradoxe, c'est «Debout devant ses agresseurs». Hein, c'est pas «Mes agresseurs», mais bon, quand on parle littérature, ils ont choisi ce titre-là, c'est même pas moi qui ai choisi le titre de mon livre, là. Mais c'est «Debout devant ses agresseurs», le titre de mon livre. Ça a été, édité en 2018. Il est encore sur le marché parce que, de temps en temps, je vais voir, puis il y a beaucoup de librairies en ligne qui l'ont encore. Hem, J'en ai un autre, mais pour l'avoir, faut me contacter parce que, c'est une auto-édition et le manifeste sur les agressions sexuelles pour en fait, c'est dénoncer, faire une espèce de portrait, c'est quoi une agression sexuelle? C'est quoi l'impact que ça a, les mythes et préjugés qui sont véhiculés? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme société pour pouvoir pas enrayer, parce qu'on ne pourra pas enrayer, comme on peut pas enrayer le meurtre, on ne pourra pas enrayer les agressions sexuelles, mais au moins diminuer les impacts de ces, puis c'est ça. Donc, c'est le manifeste, c'est le manifeste sur les agressions sexuelles et mon livre, mon autobiographie, c'est Debout devant ses agresseurs. Je viens de voir qu'il est sur Amazon, donc c'est bon, vous pourrez le trouver sur Amazon, très facilement. Et du coup, bah, pour le manifeste, on peut te contacter comment? Je mettrai le lien. Il y a mon courriel, vous pouvez me contacter par courriel. Je pense que tu pourrais le mettre, Samir, mon courriel. Et les gens peuvent, m'écrire, puis, on va s'entendre, avec, moi, l'important, en fait, ce que je veux, c'est que ce soit le plus possible, tu sais, que le message soit véhiculé le plus possible, heu, à travers la communauté pour qu'on puisse justement prendre connaissance de dire puis, tu sais, nous autres mêmes, on les véhicule, nos mythes, les mythes et préjugés, là.
sais, quand je dis nous, j'en fais partie, là, c'est inclusif, là. Mais c'est d'apprendre à déconstruire tous ces mythes et préjugés-là. Plus qu'on en parle, plus que ça va nous permettre de prendre conscience, puis de pouvoir modifier nos croyances face à ce qui se passe. Ouais. Manifeste, qui a été écrit avec Daniel, si je dis, oui, Daniel, aussi rayonne aujourd'hui, alors que elle a eu un passé très difficile. Pendant des années, elle a subi elle aussi ce traumatisme. Oh, oui, ça l'a réellement impacté. Puis, effectivement, elle aussi, aujourd'hui, c'est tellement une belle artiste, une grande artiste. Elle fait tout de ses mains. Et quand tu parles de recycler, s'il y a quelqu'un qui connaît le recyclage, c'est Daniel. Coucou à toi, Daniel. On a eu beaucoup de chance aussi de te rencontrer au sein de l'Institut. Moi, j'ai le privilège que ce soit une de mes grandes amies. Fait que oui, mais j'ai aussi le privilège d'avoir connu Samir, d'avoir connu Julien, mais l'Institut Merlin, en fait, Julien, Samir, vous m'avez permis de pouvoir prendre un autre virage dans ma vie. Si on- C'est Eric, ça qui est beau, c'est que quand on contribue, on grandit aussi nous-mêmes, parce que nous, on a aussi cette chance-là de grandir avec vous. Et on le dit tout le temps, vous nous inspirez. Tout autant, on vous a inspiré. Et voir si c'est pas plus, parce qu'on décuple aussi c'est plein de leçons, plein de personnes différentes, et sans vous, on ne grandirait pas. Merci beaucoup. C'est à toi. Ouais. Est-ce que tu veux finir par un message de fin avant que du coup, je reprends la suite du podcast? Écoute, j'ai le goût de dire, soyez la chimiste de votre Merci, Dylan. à très vite. Juste avant de passer à la suite, j'aimerais juste te dire que ton trauma ne te définit pas, d'accord? Ton trauma n'est pas ton identité. C'est un événement que tu as vécu. C'est une partie de ton histoire. Mais ça n'a rien à voir avec ton identité. Le problème, c'est que si tu fusionnes avec ton trauma et t'en fais une part de ton identité, t'en débarrasser, ça va être compliqué. Parce que se séparer d'une part de notre identité, c'est en partie mourir. C'est se séparer d'une partie de nous. Et là, c'est compliqué. Donc, c'est pas ton identité, d'accord? C'est un événement que tu as vécu, qui est indépendant de ton identité. Et je te le redis, c'est pas de ta faute, ce que tu as vécu. Maintenant, comment on fait pour avancer, pour transformer un trauma, pour le surmonter? Dans un premier temps, il faut que tu comprennes une chose, c'est que ce travail va pas se faire seul. Peut-être que dans certains cas, des exceptions, il se fait, d'accord? Mais je pense pas. Mais peut-être, qui sait. Mais sache que l'isolement, c'est ton plus grand ennemi. Parce que un trauma, c'est quelque chose qui est arrivé à un moment où on était seul, généralement, où on s'est senti impuissant, où on n'a pas eu de soutien. Très souvent. C'est comme ça que ça s'est passé. Alors, comment veux-tu guérir de quelque chose où, à ce moment-là, tu étais seul en restant seul? Donc vraiment, il va être important d'être entouré, d'en parler, d'échanger. On avait fait un podcast sur les ombres. En fait, on a tous une part d'ombre. Ces parts d'ombre, ça peut être des choses dont on a honte, des traumatismes, des comportements, quelque chose qu'on a vécu, etc. Et tant qu'on le garde à l'intérieur de nous, bah, ça va nous contrôler. Ça peut être une addiction, pareil en fait. Quelqu'un qui a une addiction secrète et il n'en parle jamais, il ne pourra pas en guérir. Donc c'est important d'en parler. C'est important de sortir ces ombres à l'extérieur. Pourquoi? Tant qu'elles sont à l'intérieur de nous, ces ombres vont avoir du contrôle sur nous. Ils vont nous contrôler. Mais une fois qu'on le sort, ça va aller mieux. C'est hors de nous, en fait. Donc, revenons à nos moutons. La première chose qui va être importante, ça va être de ne pas rester seul. Donc, tu peux en parler à un thérapeute, à un coach, une personne bienveillante, que ce soit des amis ou des personnes de ta famille. Ça peut être aussi dans un groupe de parole. Heureusement, il y a énormément de groupes de parole sur des sujets divers et variés. D'accord? Où bah, tu peux en parler et parfois même c'est anonyme. C'est-à-dire que ce que tu dis ne sort pas de ce groupe de parole. Même c'est la règle centrale dans ces groupes-là. Donc pourquoi ça va être important? Parce que faut savoir que raconter notre histoire, ce qu'on a vécu, le trauma, va nous permettre de le voir sous un angle nouveau. Et aussi, en partageant notre histoire, cette histoire, elle devient petit à petit moins à nous parce qu'on la partage. Et en fait, je me rappelle une fois, dans une formation que j'avais faite il y a très longtemps,
où une personne a raconté son trauma devant 30 personnes. Donc en fait, c'était le but même de l'exercice. La personne a raconté son trauma devant 30 personnes. En fait, on a tous ressenti pendant qu'elle racontait son trauma un profond malaise. Il y a des gens qui avaient envie de pleurer, il y a des gens même qui ont pleuré. On a ressenti la douleur de ce qu'elle a vécu. Mais elle s'est sentie mieux à la fin. C'est un peu comme si elle avait partagé avec tout le monde en 30 portions la douleur de son trauma et elle l'a partagé à chacun d'entre nous. Elle a divisé en 30. Chacun d'entre nous a comme vécu un petit pourcentage de cette douleur, mais pour elle, au final, ça allait mieux. En fait, ce qu'on a vécu à ce moment-là, cet inconfort, c'était peut-être quoi? 5 kilos de la douleur qu'elle avait. Mais elle, une fois qu'elle l'a partagé à tout le monde, ce poids-là, il est parti. Je me rappelle qu'à la fin, elle s'est mise à pleurer et elle avait dit: «Ouh, ça va mieux, en fait. Ce poids que j'avais sur les épaules, il a disparu. Il est plus là. C'est terminé». Donc c'est pour ça qu'en parler, c'est important. C'est un peu comme briser des chaînes, au final. On a des chaînes qui sont reliées à un poids de 30 kilos qu'on porte toute notre vie. Bah là, en fait, on va le briser à ce moment-là. Aussi, le fait d'en parler, ça va te permettre aussi de re-questionner ce que tu as vécu à ce moment-là. Parce qu'entre-temps, il y a plein de choses qui se sont passées. Tu as grandi, tu as vécu un trauma à 10 ans, tu en as 40, tu as grandi, tu as vécu des choses. Ta carte du monde, elle s'est mise quand même à jour sur certains sujets. Mais ces mises à jour, tu les as pas appliquées à ton traumatisme. Tu continues de regarder ton trauma avec le regard d'un enfant de 10 ans. Mais si tu en parles, que tu mets à jour tout ça, ben peut-être que cet échange que tu vas avoir peut te permettre de revoir ton trauma sous un angle nouveau, avec ta vision de personne de 40 ans. Et là, tu pourrais potentiellement te rendre compte qu'au final, c'est OK. La douleur, les comportements, l'empreinte ou l'impact de ce trauma n'a plus raison d'être aujourd'hui. J'ai vécu à une époque quelque chose, mon système s'est mis en mode survie, mon système s'est dit il faut que je me protège, c'est un danger imminent, mais aujourd'hui ça l'est plus, c'est du passé. Vraiment de garder ça à l'esprit. Et aussi peut-être ce que j'aimerais ajouter, c'est que la parole, elle permet de transformer le choc en mémoire. Et la mémoire, elle, va se transformer par la suite en sagesse. Et pour terminer sur ce point, il faut savoir que si on en parle, le regard de l'autre peut nous aider aussi à redéfinir l'image qu'on a de nous-mêmes. J'ai dit que moi aussi j'ai vécu des traumas dans mon enfance. Pendant longtemps, je les racontais à personne, par honte, par gêne, parce que j'ai appris qu'il faut pas en parler. Mais en fait, le jour où j'ai raconté par exemple certains de mes traumas, ben ce qui me semblait moi être quelque chose de normal, parce que je m'étais accommodé, je l'ai vécu dans mon enfance. Pour moi, tout le monde avait vécu pire que moi. Limite, moi, j'avais rien vécu. C'était comme ça que je voyais les choses. Ben, en fait, je me suis rendu compte au travers du regard des autres qu'en fait, non, ce que j'ai vécu n'est pas aussi normal que ça. Ce que j'ai vécu n'est pas euh, insignifiant, que tout le monde n'a pas vécu ce que j'ai vécu. Et aussi, ben, je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un de résilient, d'antifragile. J'ai quand même survécu à ça. Et ça m'a pas empêché d'avancer dans ma vie. Et aussi, je me suis rendu compte que ben, ce qui était douloureux pour moi, ben, l'était peut-être pas pour quelqu'un d'autre. Et inversement. Moi, ce que j'ai vécu, je l'ai vécu. J'ai dépassé tout ça, j'ai avancé. Le deuxième point, ça va être l'accompagnement. Se faire accompagner par un professionnel qui est habilité à travailler sur les traumas. Ça peut être un thérapeute, psychologue, psychothérapeute, quelqu'un qui utilise par exemple tout ce qui est TCC, thérapie cognitivo-comportementale. Il y a d'autres approches. Après, ça peut être un psychologue ou un thérapeute qui maîtrise plusieurs casquettes. Il y a des thérapeutes qui maîtrisent aussi des outils de coaching et ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. Mais encore une fois, de travailler avec quelqu'un qui est habilité, encore une fois, travailler sur les traumatismes, ça peut t'aider justement à pouvoir avancer et à aller dans la bonne direction pour transformer tout ça. En fait, l'accompagnement, ça permet quoi? Ça permet, de regarder en dehors de sa carte du monde. Il faut savoir qu'aujourd'hui, seul, on va regarder le traumatisme, ce qu'on a vécu avec des lunettes, mais des lunettes qui sont pas forcément habilitées, qui nous permettent pas de voir toutes les nuances de couleurs et les choses telles qu'elles sont. Donc, travailler avec quelqu'un, ça permet justement de nous challenger notre carte du monde et élargir notre champ des possibles. Si je dois faire une métaphore, je dirais que, en fait, ce qui nous empêche d'avancer, c'est pas ce qu'on ne connaît pas, c'est ce qu'on connaît déjà.
ce qu'on connaît déjà, on le regarde avec des œillères. En fait, on a des œillères devant nous et on voit que ce qu'il y a devant nous. Le thérapeute ou le professionnel, justement, qui va être habilité, va nous questionner, va permettre de nous remettre en question, va nous challenger et ça va nous permettre comme d'élargir notre champ des possibles et de voir des choses qu'on n'imaginait pas ou qu'on était incapable de voir avant. Et ça va mettre à jour en fait notre carte du monde et nous connecter à des informations qui peuvent être hyper importantes et nous permettre d'avancer. Donc vraiment, ça c'est important. Et peut-être que toi qui nous écoutes, ou parmi les personnes qui nous écoutent, il y a des personnes qui sont peut-être un peu réticentes à se faire accompagner parce que il y a une voix à l'intérieur d'eux ou d'elles qui leur dit mais non en fait, la thérapie c'est pour les faibles. Se faire accompagner c'est pour les faibles. D'accord? Bah, moi je te dirais que se faire accompagner c'est un acte de courage et non pas une faiblesse. Si tu te sens aussi fort que ça, bah, aie le courage de surpasser ta peur de te faire accompagner. Ce sera ça la véritable preuve que que tu es fort en fait, que tu es courageux. Et pourquoi je dis ça? Parce que je me rappelle d'un ami qui me disait, alors ça faisait des années qu'il traînait un problème et vraiment ça l'épuisait mentalement, il en pouvait plus. Il était au bout en fait. Et un jour je lui dis, bah, en fait, est-ce que tu as déjà pensé à en parler à quelqu'un, à un thérapeute, à un professionnel, tu vois? Et il m'avait dit: «Non, non parce que moi, je sais que le travail du professionnel, je peux le faire moi-même. J'ai pas besoin d'un professionnel pour pouvoir sortir de ma problématique. Je vais le payer, il va me poser des questions, je peux le faire tout seul ce travail». Et en fait, je l'ai regardé, je l'ai laissé parler, puis je l'ai regardé et je lui ai dit: «Ben, si tu es réellement capable de faire ce travail, pourquoi ça fait 3 ans que tu es toujours dans le même problème?» Et là, il a eu un bug et il m'a dit: «Ouais, effectivement». Donc voilà, vraiment, garde à l'esprit que professionnel, ou déjà même en parler à un autre, hein, tu vois, à quelqu'un d'autre, mais l'autre va te permettre d'avoir un regard extérieur, va te permettre de regarder en dehors du cadre, va te permettre de cerner la limite de ta carte du monde, de challenger tes certitudes. Parce que ta carte du monde et tes certitudes sont les murs qui t'empêchent de voir plus loin et du coup de trouver des solutions en fait qui se trouvent en dehors de tes limites pour pouvoir avancer. Te faire accompagner, te faire suivre, en parler, ça va te permettre de repousser ces murs que tu as et qui t'empêchent de voir plus loin pour connecter à des informations qui sont manquantes. Mais en fait, tu peux aussi travailler sur ton trauma au travers de certains outils tels que l'écriture. Écrire, ça fait du bien d'écrire. Écrire, ça permet d'extérioriser ce qu'on porte à l'intérieur de nous, ce qu'on cache. L'écriture peut aider, l'écriture narrative peut aider également, ça permet de revoir ce qu'on a vécu, nos ombres, nos traumas, en fait, en tant qu'observateur, un peu comme si on observait la scène et que c'était pas nous qui vivions cette problématique-là. On l'observe et du coup, ça peut nous permettre aussi de voir les choses sous un autre angle. À côté de ça, il y a l'art. L'art est un très bon moyen de thérapie au final, parce que ça nous permet justement, encore une fois, d'exprimer ce qui se cache à l'intérieur de nous, ce qu'on porte à l'intérieur de nous, différemment. C'est un exutoire. La méditation aussi peut aider. La méditation, la pratique de la gratitude sont aussi des outils qui sont très accessibles et qui peuvent permettre, sur le long terme, de transformer aussi, heu, nos traumas. Et peut-être qu'on reviendra sur le sujet des traumas avec Julien, à un autre moment, en donnant d'autres outils. Moi, c'est ce qui me venait à l'esprit là, maintenant. Et le but principal, c'était surtout de parler de ce sujet des traumas, d'amener cette idée que un trauma, c'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. On a vécu quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas dû vivre, qui est douloureux, ça c'est un fait. Mais c'est pas une fatalité, ça ne te définit pas en tant que personne, ça fait pas partie de ton identité et tu peux t'en débarrasser, tu peux avancer, tu peux le transformer, tu peux en faire une force. Condition de challenger tes certitudes, parce que les certitudes, c'est ce qui nous empêche d'avancer. Bah écoute, voilà, je pense que c'est tout pour moi. J'espère que ce podcast pourra t'apporter une nouvelle perspective sur le trauma, te donner une autre vision. On a trop souvent tendance à enfermer les victimes de traumatisme dans leur douleur, les victimisent, on leur dit des phrases comme «mon pauvre, ma pauvre», on t'a détruit ta vie, «tu foutu, c'est terminé»,
Alors qu'en réalité, en fait, il existe d'autres chemins, d'autres possibilités qui sont accessibles à chacun. Le chemin est pas facile, c'est un cheminement, c'est un voyage, mais il en vaut la peine. D'accord? Et pour ça, ben, c'est essentiel de pas rester seul, d'élargir son champ de vision, d'en parler, de partager toutes ces choses-là qu'on a vécues, ces douleurs, ces difficultés, ces limites, pour pouvoir se libérer des ombres qu'on porte en nous, parce que ce qu'on garde pour soi finit par nous contrôler, va avoir du pouvoir sur nous. N'hésite pas en tout cas à me dire, à me partager ton ressenti, que tu sois d'accord ou pas, que ce podcast t'a inspiré ou pas. Si j'ai pas été suffisamment clair, ou que certains passages auraient pu être mal compris ou mal interprétés par manque de clarté de ma part, hésite pas à me le dire, hésite pas à m'en parler. De façon constructive, s'il te plaît, pas juste de me dire, «C'est nul, ça a pas de sens, c'est faux». Non, essaye de m'en parler quand même, d'amener du feedback constructif de façon à ce que moi, de mon côté, je puisse demain, t'éclairer, clarifier, peut-être faire un autre podcast sur le sujet avec Julien à ce moment-là pour, pouvoir, apporter un peu plus, de clarté et rendre ça un peu plus accessible. Pour finir, toi qui écoutes ce podcast, sache une chose, sache que tu es plus fort ou plus forte que tu ne le crois. Sache que ce que tu as traversé ne te définit pas. Il t'a forgé. Chaque cicatrice, chaque douleur que tu portes est la preuve que tu as survécu, que tu as résisté. Et au-delà de la survie, tu as en toi la capacité de transformer cette douleur en force, de la tourner en lumière pour toi et pour les autres. Et crois-moi, et ça vient du fond du cœur, le monde en a besoin. Le monde a besoin de cette lumière que tu portes à l'intérieur de toi. Si tu transformes ça, tu vas avoir la capacité de toucher les personnes qui t'entourent. Tu vas avoir la capacité d'influencer les personnes qui t'entourent. Tu vas avoir cette capacité comme d'ouvrir le chemin à des personnes qui ont vécu peut-être la même chose que toi ou peut-être des douleurs que tu n'aurais même pas imaginées et leur permettre eux-mêmes de pouvoir se libérer. Et c'est comme ça qu'on pourra construire un monde meilleur demain. Sache que tu as en toi une résilience qui dépasse l'imaginable. Tu as une sagesse que seuls ceux qui ont affronté l'adversité peuvent comprendre. Tu es capable de te relever encore et de redéfinir ta vie selon tes valeurs, tes désirs et ton cœur. J'aimerais te dire que tu es quelqu'un d'extraordinaire et unique et que ton histoire, même si elle a été douloureuse, même si elle a été difficile, a un sens, même si tu ne le vois pas encore. Alors je vais te demander de prendre une profonde inspiration et de te souvenir que ce que tu as vécu n'est pas la fin de ton histoire, c'est le début d'une vie où tu peux être pleinement toi-même, puissant, puissante, libre et lumineux ou lumineuse. Merci pour ton écoute. Je vais te demander, si tu as aimé ce podcast, de liker, commenter, partager ce podcast à un grand nombre de personnes pour pouvoir, je l'espère, les impacter positivement et permettre à tout un chacun de pouvoir transformer ces traumatismes en force et, je l'espère, de permettre à l'humanité, au monde, d'aller mieux et d'avancer vers plus de bienveillance, plus d'évolution, plus d'entraide, plus de compassion et plus d'amour. Je vais te demander de croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. Et comme le dirait Julien, n'oublie pas que tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu souhaites. Et je te dis à la prochaine.